Donc, nous nous voyons ce soir en thématique pour la dernière fois et nous allons terminer en beauté puisque nous allons passer 1 heure à dire du bien de vous et de chacun d'entre vous. Donc ça, c'est quand même une occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Nous allons donc terminer avec le marketing de soi. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. C'est bon, vous avez bien vous avez bien à l'écran le pan qui fait la roue? Ouais, Oui. c'est bon. Oui. Thank you, Cinq. Très bien. Alors, en fait, vous savez que souvent, quand on parle de marketing, c'est pas toujours connoté d'une façon très positive. Souvent, quand on dit c'est du marketing, ça veut dire que on va essayer de vendre par des astuces publicitaires des produits à des pauvres gens qui n'en ont pas besoin et qui n'ont pas forcément besoin de l'acheter. C'est souvent comme ça que beaucoup de gens voient le marketing. En réalité, quand c'est une démarche qui est vraiment structurée, qui est vraiment planifiée, ça peut donner d'excellents résultats. Et vous allez voir que ce soir, justement parce que vous arrivez maintenant à la fin de votre parcours MBA, donc vous allez avoir d'une certaine façon un nouveau vous à promouvoir, c'est-à-dire vous, après ce parcours, ce qu'il a pu vous apporter, les compétences, les réseaux que vous avez acquis. Donc, c'est pour ça qu'on termine sur ce marketing de soi, quels que soient vos objectifs, en essayant d'adapter la démarche structurée du marketing pour qu'elle s'adapte à l'atteinte de vos objectifs. Alors, la démarche structurée du marketing, elle passe par différentes étapes qu'on va respecter ce soir. La première, ça va être l'analyse de l'existant, donc une réflexion sur qui vous êtes, ce qui peut vous différencier de concurrents. Alors, comme concurrent, ça peut être pour le même poste, mais ça peut être aussi pour la reprise d'une entreprise. Ça peut être si vous allez contacter des capital risqueurs. Donc, cette analyse de vous-même, hein, de vos points forts. Ensuite, on va passer par le côté ciblage, c'est-à-dire à qui est-ce que je dois m'adresser, à qui est-ce que je dois consacrer du temps. On parlera ensuite de votre positionnement. Quelle image de vous voulez-vous donner par rapport à vos enjeux? Une fois qu'on aura défini ça, on pourra s'occuper de comment pratiquer votre autopromotion, comment dire du bien de vous en fonction de votre interlocuteur, de ses motivations. Et là, on va revoir des techniques qui viennent du marketing et de la vente. Et puis, on terminera par comment je peux mesurer ce qui fonctionne le mieux dans le marketing de soi. Donc, on va vraiment reprendre la démarche marketing, analyse de l'existant, hein, ciblage, positionnement, moyens promotionnels, outils de mesure. Donc, je vous rappelle encore une fois que connaître et utiliser la démarche marketing, ça va être valoriser ce que nous sommes. En imaginant que nous sommes un peu un produit comme un autre, donc qui peut être soumis à une concurrence, encore une fois, pour reprendre une entreprise, pour obtenir d'infos. Je vais vous demander de couper vos micros si vous n'intervenez pas parce qu'il y a des bruits de fond, il y a des retours de fond qui ne sont pas évidents. Merci beaucoup. Et évidemment, dès que vous voulez, dès que vous souhaitez intervenir, vous reprenez la parole. Et le marketing, ça va servir avant tout à créer de la valeur. Donc, on va parler d'un positionnement différenciant au sens positif du terme. Comment est-ce que vous allez pouvoir cibler les bons interlocuteurs et les convaincre que vous êtes le bon candidat? Alors, si on commence par notre étape analyse de l'existant, je vais vous parler d'outils que vous connaissez maintenant par cœur et que vous maniez avec adresse. Nous allons parler du SWOT, mais de votre SWOT. Nous allons parler de vos objectifs et nous allons parler de votre problématique.
Et tout ça, ça va être dans l'analyse de l'existant. Premier élément, votre SWOT. Donc, je ne vous fais évidemment pas l'injure de vous rappeler ce qu'est le SWOT. Hein, vous auriez le droit de m'envoyer balader. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous souhaitiez reprendre une entreprise. Je vous rappelle que le SWOT, il existe toujours par rapport à un enjeu donné et que votre SWOT, par exemple, pour être candidat à un poste de directeur général dans le groupe où vous travaillez déjà, sera différent du SWOT si vous voulez convaincre des capital risqueurs ou différent du SWOT si vous voulez convaincre quelqu'un que vous êtes le meilleur repreneur d'entreprise qu'il puisse rencontrer. Donc, par rapport à un enjeu donné, reprendre une entreprise, quels sont les facteurs externes favorables, donc les opportunités? Quels sont les facteurs externes qui peuvent être défavorables? Et puis, quelles sont vos forces et vos faiblesses à vous? Alors, j'ai pris évidemment un exemple factice qui ne correspond pas forcément à l'un d'entre vous, juste pour vous faire réfléchir à ce que peut être un SWOT dans ce contexte-là. Les éléments favorables, donc il va y avoir l'image de la Sorbonne, la valeur de votre diplôme, et puis ça peut être dans votre secteur, par exemple, un certain nombre d'entreprises dont le dirigeant part à la retraite. Donc du coup, ça vous permet d'avoir plus d'opportunités de rencontrer des gens prêts à céder leur entreprise. Vous pouvez avoir aussi, par exemple, une chambre de commerce très active pour les entrepreneurs. Vous pouvez avoir la possibilité de recourir au CODEV puisque vous vous êtes constitué des groupes, des réseaux. Donc, vous pouvez avoir des gens qui vont vous donner des informations grâce à ce réseau pour vous dire, tiens, je connais à côté de chez moi quelqu'un qui envisage de céder son entreprise, il me semble que ça t'intéressait. Dans les facteurs externes défavorables, pareil, toujours des exemples, vous pouvez avoir autour de vous des banques qui sont un petit peu frileuses, surtout si vous avez déjà d'autres prêts en cours. Et puis, vous pouvez avoir, là aussi c'est un exemple, un patron qui va vous dire, bon écoute, t'es gentil, là tu as déjà bien investi à l'extérieur de l'entreprise pour passer ton MBA, maintenant il va s'agir que tu rattrapes un petit peu tout ça. Et même si en fait, vous n'avez pas moins travaillé pendant votre année de MBA, ça peut être l'impression de votre hiérarchie. Si on regarde maintenant vos forces et vos faiblesses, ça peut être le fait d'associer un diplôme Bac+5 et l'expérience professionnelle que vous aviez déjà, la capacité d'avoir un réseau et toutes les compétences techniques, marketing, financières que vous avez acquises pendant votre parcours. Donc, la capacité d'analyser un bilan, la capacité à monter un dossier de reprise, ça peut être aussi la capacité à fédérer les collaborateurs de cette entreprise dont le dirigeant s'en va et à gérer cette transition. Tout ce qu'on a pu voir dans le parcours du leadership, tout ce que vous avez vu dans l'accompagnement au changement, ça vous a donné des forces, des compétences, des postures. Dans les faiblesses, vous pouvez avoir, ou pas, on est toujours dans le cadre de cet exemple, vous pouvez avoir des ressources financières limitées, vous pouvez avoir un anglais moyen, et puis vous pouvez avoir aussi les contraintes de votre petite famille. Soit votre petite famille qui ne peut pas bouger, ce qui va automatiquement limiter votre choix quant aux entreprises que vous allez contacter. Et puis, ça peut être aussi votre petite famille qui vous dit, écoute, ça va, c'est gentil, tu as joué à l'étudiant pendant un certain nombre de mois, on t'a pas vu le soir, on t'a pas vu le week-end, maintenant, on t'aimerait bien que tu nous consacres plus de temps et que donc que tu repartes pas directement sur un projet d'envergure. Donc ça, c'est à vous de construire votre SWOT, de le poser pour voir comment vous allez pouvoir capitaliser sur les opportunités, les forces et comment vous pouvez affronter ou contourner les faiblesses et les facteurs externes moins favorables. Donc, premier élément, le SWOT. Je vous ai dit, il y en a maintenant deux autres, définition de la problématique et objectif. Définir votre problématique, c'est vraiment ce qui va vous permettre de voir réellement ce que vous cherchez à réaliser. Ça peut être
je reste sur le même exemple. Comment est-ce que je peux mettre à profit les acquis de ma formation pour reprendre une entreprise viable dont le dirigeant part en retraite? Et là, vous avez mis en avant tous les mots importants pour vous. Les acquis de ma formation, reprendre une entreprise viable, dont le dirigeant part en retraite. À partir du moment où vous avez défini votre problématique, vous voyez que ça pourrait être une problématique de codev, hein, puisqu'on retrouve bien qu'est-ce que vous attendez de nous pendant le groupe. Vous allez ensuite avoir à déterminer quels sont vos objectifs SMART. Donc, je vous rappelle, hein, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, timé. Et j'insiste vraiment sur la notion de timing. C'est comme dans un compte-rendu de réunion, si on n'a pas à la fin de la réunion le qui fait quoi pour quand, c'est-à-dire avoir vraiment ce côté organisé, inscrit dans notre agenda, automatiquement, on risque d'avoir des éléments qui vont passer à l'as. Et là, vous allez pouvoir lister dans chaque cas toutes les actions pour voir comment vous pouvez les intégrer dans votre planning. Par exemple, vous pouvez vous dire, ici on serait plutôt en 2021 qu'en 2020, pour le mois de mai, ce que je veux avoir réussi à faire, c'est prendre du recul par rapport à ma démarche pour vraiment la structurer. Et pour ça, je vais me poser un certain nombre de questions. Par exemple, pour sélectionner l'entreprise viable dont le dirigeant part à la retraite, qu'est-ce que je me fixe comme critère? Est-ce que je veux qu'elle soit juste à côté de moi parce que ma petite famille n'est pas mobile? Est-ce qu'elle peut être à 80 km? Est-ce qu'elle peut être carrément dans un autre pays? Quel va être son secteur d'activité? Est-ce que je suis prêt à reprendre une entreprise de n'importe quel secteur? Est-ce que je veux de préférence un secteur proche du mien? Ou au contraire, je ne veux pas du tout retrouver le même secteur d'activité? Et là, vous allez vous fixer qu'est-ce qui est vraiment pas négociable? Et puis, quels sont les points sur lesquels je peux être un petit peu plus souple, hein? C'est-à-dire, on est un peu en négociation avec soi-même. On peut se dire, bon, idéalement, j'aimerais bien que l'entreprise soit dans un rayon de 10 km. Maintenant, si je dois en faire 50 ou 60, c'est pas dramatique. Voilà. Donc, avoir bien cette idée-là en tête. Deuxième type d'action à mettre en place, ça peut être de faire le point avec votre famille. Et vous voyez que là, ça vous fait reprendre un peu ce qu'on vient de voir dans le SWOT. Avec votre famille, vous allez valider les aspects financiers, les aspects géographiques, ça peut être également les aspects d'organisation familiale, et puis tout ce à quoi vous vous êtes engagé par rapport à la vie de famille. Si ça fait quelques semaines que vous leur répétez dès que j'aurai fini mon MBA, je vais être beaucoup plus disponible, tout va bien se passer, et que vous redémarrez tout de suite sur un projet qui vous prend autant de temps que le MBA, peut-être que ça va coincer un petit peu. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose à envisager. Autre point, identifier les financements possibles et les ressources. De combien est-ce que j'ai besoin? De combien est-ce que je dispose? Si je veux reprendre une entreprise, grosso modo, il faut que je compte combien? Qui est-ce qui peut se porter caution? Quel type de contact est-ce que je peux, de quel type de contact est-ce que je peux attendre avec ma banque? Donc vous voyez vraiment qu'il y a tout ce listing à faire de travail. Et ça, si vous ne le faites pas, automatiquement, eh bien, vous risquez de ne pas prendre en compte suffisamment tous les éléments nécessaires pour réaliser votre projet. La deuxième étape, je suis toujours dans mon exemple, trouver l'entreprise adéquate avant la fin, mettons 2021. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, que j'identifie qui me permet d'être informé des entreprises en vente. Il faut peut-être que je prenne contact avec le représentant de ma chambre de commerce. Il faut peut-être que j'informe mes camarades de promo, tout mon réseau relationnel de ma démarche. Et puis peut-être que j'ai intérêt aussi à avoir des partenaires qui vont m'aider à affiner mon analyse avant la prise de décision, qui vont peut-être m'aider à ne pas m'emballer, ou bien qui, au contraire, vont m'aider à ne pas être trop frileux par rapport à une reprise d'activité. Donc, tous ces éléments-là, il va falloir que vous ayez un véritable
rétroplanning en ce qui les concerne. Donc, dans l'existant, vous vous rappelez ce qu'on vient de voir, mon SWOT, ma problématique et mes objectifs SMART déclinés. Tout ça, c'était l'analyse de l'existant. On passe à l'étape 2, le ciblage. Quels sont nos interlocuteurs privilégiés? C'est-à-dire, qui est-ce que je dois convaincre? À qui est-ce que je dois consacrer du temps et de l'énergie? Alors, ce ne sera pas forcément le décideur final, ça peut être aussi des gens qui vont être utiles. Je reprends mon exemple de reprise d'entreprise. Bien évidemment, dans les contacts utiles, il va y avoir les gens qui sont prêts à céder leur boîte, mais il va peut-être y avoir aussi ceux qui les connaissent, et notamment les intervenants des chambres de commerce et d'industrie, ou bien certains institutionnels qui ont justement cette connaissance. Des cabinets conseils qui interviennent dans l'accompagnement de la reprise d'entreprise et qui peut avoir également des informations de ce côté-là. Donc ça aussi, il va falloir lister les gens à qui ça vaut la peine que vous consacriez du temps et de l'énergie pour avancer dans votre projet. Étape 3. Dans l'étape 3, on est vraiment dans l'étape formuler son positionnement. C'est-à-dire, par rapport à un enjeu donné, quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que les autres? Et non seulement qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus que les autres, mais, et c'est là où on va retrouver des techniques de marketing-vente, comment est-ce que vous pouvez le prouver? Comment est-ce que vous pouvez illustrer cette différenciation positive? Comment est-ce que vous pouvez la mettre en valeur, notamment sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent eux-mêmes être des preuves, apporter des illustrations de ce que vous allez mettre en avant? Donc, toute cette réflexion, vous devez la faire sur vous-même et sans fausse modestie, en essayant vraiment de vous dire, par rapport à un enjeu donné, quelle est ma différenciation positive? Qu'est-ce que je peux proposer concrètement que finalement très peu de gens auront? Donc pour ça, il faut que vous réfléchissiez à tout ce que vos interlocuteurs peuvent attendre d'un candidat ou d'un repreneur d'entreprise, si on garde cet exemple. Il va falloir que vous réfléchissiez à vos points forts, c'est-à-dire que vous repreniez votre SWOT avec qu'est-ce qui peut vous permettre de dire que vous êtes le meilleur pour reprendre cette entreprise. Et puis envisager quels peuvent être les atouts de vos concurrents, des autres personnes qui sont candidats à cette reprise. Et qu'est-ce qui va vous différencier, vous, positivement? Alors là, posez-vous vraiment la question d'une façon très vaste, parce que les attentes de vos interlocuteurs, elles peuvent être variées. Il y en a certaines que vous allez peut-être pouvoir connaître. Si vous êtes dans un autre contexte, dans votre entreprise, eh bien, vous savez peut-être ce que le président de votre groupe attend d'un directeur général de filiale, par exemple. Si vous contactez quelqu'un que vous ne connaissez pas déjà, il faut que vous envisagiez tout ce qu'il peut attendre. Quelqu'un qui va céder son entreprise selon ses motivations, il peut avoir des motivations uniquement financières, il peut avoir envie que son entreprise dure, continue, soit pérenne, il peut avoir envie qu'on prenne soin de ses collaborateurs, qu'il y ait un management qui assure une transition bienveillante, et il va falloir que vous listiez tous les points forts que vous avez par rapport à ces attentes possibles. Par exemple, au hasard, on peut avoir votre puissance de travail, votre gestion du changement, le fait que vous avez déjà dirigé une business unit, le fait que vous avez su gérer des changements, par exemple, de présidence ou des changements de stratégie dans votre groupe. Donc, que vous savez parfaitement mettre en place un management devant des situations pas forcément évidentes. Donc, il peut y avoir tous ces éléments-là. Le fait que vous avez déjà un réseau qui pourrait être utile à l'entreprise si vous êtes dans le même secteur d'activité.
Donc, listez par rapport aux attentes, à ce qui peut être les attentes de votre interlocuteur, et vraiment vous poser la question, en quoi, là, moi, je suis le meilleur? En quoi je peux davantage intéresser celui qui va céder son entreprise? Et pour ça, vous allez avoir intérêt à construire ce que là aussi vous connaissez, c'est-à-dire un pitch. Donc maintenant, le pitch, c'est comme le SWOT, hein, vous connaissez ça par cœur, en ayant la capacité à attirer l'attention pour avoir un impact immédiat, que ce soit auprès, encore une fois, de votre interlocuteur, ou bien c'est-à-dire de celui qui cède son entreprise, ou de votre interlocuteur à la chambre de commerce. Donc, vous allez d'abord essayer d'attirer son attention. Ensuite, en fonction de votre interlocuteur, et évidemment, ce sera différent si vous êtes avec un interlocuteur chambre de commerce ou avec le président de l'entreprise qui va céder, vous allez déballer les atouts clés et uniquement les atouts clés. Ce qu'on appelle la déballe, c'est quand vous dites tout ce que vous savez faire. Si vous dites par exemple que vous connaissez à fond le fonctionnement d'un grand groupe, alors que vous vous apprêtez à vouloir reprendre une PME de 80 personnes, bah c'est peut-être très bien le connaître le fonctionnement d'un grand groupe, mais ça ne va pas forcément vous aider. Si vous vantez votre management hyper interculturel, alors que l'entreprise que vous voulez reprendre, elle est à Abidjan et elle travaille uniquement avec les 50 kilomètres autour d'Abidjan, votre réseau interculturel, il ne va pas forcément être utile. Donc, résistez à la déballe et sélectionnez les atouts clés en fonction de votre interlocuteur, en lui montrant les avantages que vous allez lui faire gagner avec des exemples. Un exemple, c'est une illustration, une preuve, tout ce qui peut matérialiser, rendre concret l'avantage qu'il va tirer de votre candidature. Et puis, vous allez également déclencher l'action, annoncer les prochaines étapes et donner de la visibilité à ce qui va se passer après. Donc, le premier contact que vous allez avoir avec quelqu'un, imaginez par exemple que vous appeliez le président dont vous savez qu'il va céder son entreprise pour obtenir un rendez-vous, vous allez devoir trouver un argument pour que en 2-3 minutes au téléphone, il ait envie de vous rencontrer. C'est-à-dire que vous cibliez vraiment ce qui peut le rassurer, en évoquant peut-être des aspects à la fois humains, économiques, parce que vous ne savez pas forcément ce qui va être le plus important pour lui. Après, vous pouvez très bien être allé voir sur son site comment il présente son entreprise, et en fonction de ce qu'il met en avant, les valeurs humaines, etc., vous pouvez très bien démarrer par quelque chose qui vous a frappé sur son site. C'est ce qui va aussi créer un impact immédiat. Autre point essentiel, on en a un petit peu parlé dans les réseaux, mais on était plutôt sur les réseaux dans la vraie vie. Sachez que dès que vous allez commencer à vous positionner comme candidat, que ce soit à un poste, à une reprise de société, auprès d'un capital risqueur, le premier travail qu'ils vont faire, c'est d'aller voir ce qu'on dit de vous sur Internet. Donc, le premier élément à travailler, c'est aller voir, on parle de googliser, hein, qu'est-ce qu'on dit de vous sur Internet? À qui êtes-vous associé? Comment vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Qui témoigne de vos compétences? S'il y a une formation à suivre en ce qui concerne les réseaux sociaux, je sais que vous n'avez pas forcément le temps de le faire actuellement, mais s'il y a une démarche à suivre, une formation à suivre sur les réseaux sociaux, allez voir comment utiliser LinkedIn. Parce que là, vraiment, vous allez trouver la façon de vous mettre en valeur sur LinkedIn. Il y a un ouvrage que je trouve, moi, très intéressant qui s'appelle « Développer votre identité numérique ». Développer votre identité numérique, l'auteur s'appelle Blasquez, B-L-A-Z-Q-U-E-Z, et c'est publié chez Gereso, G-E-R-E-S-O.
Et ça vous donne vraiment des moyens assez simples pour tout ce qui est comment est-ce que je peux être présent d'une façon efficace sur Internet. Ça vous donne aussi quelques recommandations de prudence. Il faut savoir que ce qui est sur Internet existera toujours sur Internet. Donc, il y a peut-être certaines images de vous qui sont très amusantes à voir en famille, mais qui n'apporteront rien dans le cadre d'une candidature. Voilà. Vie privée et vie perso, on n'est pas forcé de donner exactement la même image. Donc, vous voyez les éléments importants qui doivent ressortir. Ça va être ces éléments-là. Dès qu'on voit votre profil sur LinkedIn, on doit pouvoir se dire, OK, c'est quelqu'un qui s'y connaît en management, en leadership, en finance d'entreprise. Et puis, n'hésitez pas à demander des recommandations et des témoignages. Souvent, on n'ose pas le faire. Donc, pensez à demander aux gens auprès desquels vous êtes favorablement connus. Ça peut être d'anciens employeurs, ça peut être des clients, ça peut être des gens qui ont travaillé sous vos ordres et qui vont avoir, pour certains, beaucoup de plaisir à dire dans quelles circonstances ils ont pu travailler avec vous et tout le bien qu'ils en ont tiré. Plus c'est concret, mieux ça marche. Donc n'hésitez pas à solliciter des recommandations. Il y a des gens qui le feront, il y a des gens qui ne le feront pas. Mais c'est tout à fait faisable. Rappelez-vous ce qu'on a dit quand on a parlé justement des réseaux la dernière fois. Qui est-ce qui peut apporter la preuve, l'illustration de mon positionnement positif? Quatrième étape, vous vous rappelez ce que nous nous sommes dit, finalement, nous sommes une forme de produit. Donc, pour être une forme de produit, il va falloir transformer nos points forts en avantages concrets pour nos interlocuteurs. Et exactement comme on le fait dans une démarche marketing-vente, eh bien, nous allons fonctionner avec un outil que vous avez aussi sans doute eu l'occasion de découvrir, qu'on appelle le CAP, c'est-à-dire caractéristiques, avantages, preuves. Quelles sont mes caractéristiques, c'est-à-dire quelles sont mon expérience, mon diplôme, tout ce que j'ai fait auparavant? Quel est l'avantage pour vous, recruteur, cédant d'entreprise, capital risqueur? Comment je peux vous le prouver? Avec des recommandations, avec des chiffres, avec des exemples. Et pour ça, on va utiliser la structure classique d'un entretien de vente. Donc, on va reprendre cet outil, caractéristiques, avantages, preuves, dans notre argumentation. Et auparavant, on va dérouler notre entretien avec notre interlocuteur, une fois qu'on a obtenu ce rendez-vous, comme on le ferait si on était avec un client qu'on connaît ou pas. Alors, moi, j'aime bien la méthode des 7 C parce que je la trouve mémotechnique. L'important, c'est de respecter les étapes. Première étape, collecter. Collecter, ça veut dire préparer votre entretien en amont en prenant un maximum d'informations sur l'entreprise, sur la filiale de votre groupe dont vous ne faites pas encore partie. Allez voir sur les sites, lisez, regardez s'il y a des études disponibles. Le cas échéant, essayez de trouver des gens qui connaissent la personne que vous devez rencontrer pour déjà mieux connaître comment elle fonctionne, quelles sont ses motivations. Je reprends mon exemple des cédants d'entreprise. Peut-être que quelqu'un de la chambre de commerce peut vous dire je connais ce patron d'entreprise, il est très attaché à ses collaborateurs et je pense que ça va être très important pour lui que vous lui montriez que vous voulez préserver l'entreprise, préserver les équipes après son départ, que vous allez continuer à faire vivre cette entreprise. Ou bien il va peut-être vous dire, alors je vais être clair avec vous, lui, tout ce qui va faire la différence, c'est le montant du chèque. Pour le reste, il s'en fiche complètement. Donc, essayez d'avoir des informations préalables. Deuxième étape,
communiquer, c'est la prise de contact. Donc, c'est la première impression que vous allez avoir et que vous allez donner lors de ce rendez-vous avec votre interlocuteur. Si on continue avec les 7 C, connaître et comprendre, c'est la phase de découverte. Donc, c'est le moment où vous allez poser des questions, manifester votre intérêt. C'est le moment aussi où vous allez peut-être confirmer les informations que vous avez obtenues au préalable et où vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Alors, ne posez pas des questions trop banales. Si vous posez des questions dont la réponse était en première page du site, ça va prouver que vous ne vous y êtes pas beaucoup intéressé. En revanche, vous pouvez très bien dire, par rapport à ce que j'ai vu dans la première page de votre site, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Donc, vous disiez que votre stratégie, c'est de, et vous allez approfondir ce que vous avez déjà découvert. La partie argumentation, donc là, on sera vraiment dans la partie convaincre. Donc, convaincre l'autre que vous êtes le meilleur candidat, c'est là qu'on va utiliser le CAP. Dans l'argumentation, donc dans la conviction, il y a aussi, vous allez répondre aux objections. Et pour répondre aux objections, vous allez pouvoir reprendre votre SWOT sur le côté plus négatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut gêner dans ma candidature? Par exemple, vous ne parlez pas anglais. Par exemple, vous avez toujours travaillé dans des grands groupes et là, vous envisagez de prendre la direction d'une PME. Le fonctionnement est complètement différent. Est-ce que vous êtes sûr que ça va fonctionner? Est-ce que vous n'avez pas pris des habitudes un petit peu de luxe à avoir 3 assistantes pour vous tout seul, alors que là, il y a une assistante pour tout le comité de direction dans la PME? Et ensuite, vous allez pouvoir conclure et conforter, c'est-à-dire manifester votre intérêt s'il est toujours là, manifester votre intérêt, rassurer votre interlocuteur et planifier avec lui les différentes étapes. Alors, si on regarde un petit peu ces étapes un peu plus en détail, l'importance de la prise de contact, vous avez probablement déjà entendu parler des 4-20. Vous savez que la première impression que nous donnons à quelqu'un, elle est déterminante. Rappelez-vous, quand on était ado, quand on était plus jeune, en gros, dès qu'il rentrait dans la salle de classe, on savait si le prof qui venait de se présenter, ça allait être une terreur, si ça allait être une année intéressante, ou si on allait pouvoir se fiche de lui pendant une bonne partie de l'année. Les agents immobiliers, par exemple, vous disent que la première décision ou non-décision des acheteurs, elle se fait quand ils voient l'entrée de la maison. C'est-à-dire que là, il y a tout de suite un côté possible, pas possible. Et qu'après, c'est très difficile de revenir dessus, même s'il y a des arguments rationnels. Donc, ça veut dire que cette première prise de contact, il ne faut pas la rater. Donc, dans ces premières 4 fois 20, vous allez trouver les 20 premières secondes. La première image que vous donnez. Comment vous vous tenez? Comment vous êtes habillé? Vous n'allez pas forcément venir en habit, en queue de pie, si vous vous présentez à une start-up très décontractée. À côté de ça, vous n'allez pas venir en jean et en t-shirt si vous candidatez auprès du DRH d'une banque. Donc, vous allez avoir tout ce qui fait la première image, l'impression immédiate que vous allez donner. Les 20 premiers mots, le ton que vous allez utiliser, l'élocution. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu avec les statistiques de Merabian, la congruence, l'assertivité dont nous avons parlé, sur lequel vous aviez fait un test en tout début de parcours sur la communication assertive. Vous n'êtes pas en terrain conquis, mais vous n'êtes pas non plus un humble solliciteur. Vous êtes un professionnel qui en rencontre un autre. Les 20 premiers gestes, on reste dans les statistiques de Merabian, l'importance de la gestuelle, la poignée de main. Est-ce que vous avez une poignée de main, vous savez, genre trompe d'éléphant, hyper molle, ou est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à lui broyer les doigts et il doit recompter derrière pour s'assurer que vous ne lui en avez pas piqué un? Donc,
comment se passe ce premier contact, la bulle de confort. Je vous rappelle que dans un entretien professionnel, on a à respecter, même en dehors de Covid, ce qu'on appelle la distance sociale. Donc, vous n'allez pas, par exemple, vous étaler et poser les coudes sur le bureau, parce que là, vous empiétez sur son espace. Et puis enfin, les 20 premiers centimètres carrés, c'est-à-dire votre visage. Un sourire naturel, un regard, c'est-à-dire le fait de regarder quelqu'un, pas comme si vous vouliez l'hypnotiser, mais pas non plus en évitant à tout moment de croiser son regard. Donc tout cet élément-là donne à quelqu'un envie de vous connaître un peu mieux, envie de continuer, ou bien d'être déjà un peu sur la réserve. Quelque chose qui peut être utile et que je vous conseille dans vos groupes, c'est de demander à vos collègues, la première fois qu'on s'est réunis dans un groupe projet, par exemple, spontanément, quelle image je t'ai donnée. Parce que nous ne sommes pas toujours conscients de l'image que nous donnons. Donc, ça peut être très utile de rectifier un petit peu ça en demandant à des gens bienveillants, mais en même temps cash, qui vont vous dire, ben voilà la première impression que j'ai eue. Moi, je sais que j'avais un jour posé la question à un recruteur qui m'a dit très clairement, et je me suis dit, elle donne une impression d'efficacité, mais avec elle, on ne doit pas se marrer tous les jours. Voilà, il n'y a pas à juger, c'est l'impression que j'ai donnée à quelqu'un à ce moment-là. Alors peut-être parce qu'à l'époque où il avait lieu cet entretien, il n'y avait pas beaucoup de femmes cadres, donc je pense que j'en ai rajouté dans le côté hyper sérieux pour être prise au sérieux comme un homme, mais voyez que ça avait été perçu comme on ne doit pas se marrer tous les jours avec elle. Deuxième élément, la phase de découverte. Préparez vos questions. Préparez-vous à poser au recruteur ou au capital risqueur ou à la personne qui va céder son entreprise. Listez ces questions, c'est ce qui va vous permettre de découvrir ses motivations, ses craintes, ses a priori. Par exemple, vous pouvez très bien demander à quelqu'un, pour vous, qu'est-ce qui va être déterminant? Qu'est-ce que vous attendez vraiment de la personne qui va reprendre votre entreprise? Et vous allez voir tout de suite s'il se positionne sur qu'elle me fasse le plus gros chèque possible, ou bien qu'elle continue à développer cette entreprise, que mes collaborateurs n'aient pas à souffrir de mon départ. Donc, vous allez avoir tous ces éléments-là. Et il va falloir montrer votre intérêt, prendre des notes. La prise de notes, c'est toujours manifester l'intérêt que vous avez pour l'autre. Et ça va aussi vous permettre de vous synchroniser sur les mots qu'il utilise, les mots-clés, son rythme de parole. Et ça va aussi vous permettre de poser des questions complémentaires. Je vous rappelle au passage l'importance de la reformulation intelligente. Donc, vous attendez à la fois quelqu'un qui va être capable de continuer tout ce que vous avez déjà réalisé dans cette entreprise, assurer le maintien de l'emploi, voire même son développement chez vos collaborateurs, et qui va également vous permettre de prendre votre retraite avec un montant intéressant. C'est bien ça. L'objectif, c'est d'obtenir des oui. L'argumentation. On en arrive à la transformation de vos points forts en avantage pour votre interlocuteur. Rappelez-vous un principe de commercial, on ne peut convaincre autrui que par ses propres raisons. Ce n'est pas ce qui vous paraît important à vous, c'est ce qui va être important pour votre interlocuteur. Pourquoi ça va être important? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Donc, vous allez pouvoir sélectionner vos atouts, vos points forts, en phase avec les motivations que vous aurez pu identifier. Et vous allez également préparer des preuves. Alors, préparer des preuves, ça peut être des chiffres. Vous avez fait augmenter les ventes de temps. Ça peut être des preuves de votre leadership. Quand j'ai changé de poste, la plupart de mes collaborateurs ont d'ailleurs suivi, ont d'ailleurs souhaité m'accompagner dans ma nouvelle mission. Ça peut être, pourquoi pas, des articles sur vous, des références, des photos de réalisation.
Je me souviens de l'un d'entre vous dans une autre promo qui présentait des photos de ce dont il avait transformé un entrepôt. Donc, il y avait la photo avant-après, c'était déjà assez parlant. Et en plus, c'était la journée d'inauguration, donc on voyait tous ses collaborateurs avec un grand sourire et avec un grand panneau bienvenue dans notre nouvel entrepôt, avec un côté extrêmement sympathique. Donc il y avait à la fois le côté logistique, organisation, et puis on voyait en plus que visiblement les collaborateurs étaient heureux de travailler dans ce nouvel entrepôt. Ça peut être aussi extrêmement parlant du moment que c'est concret et naturel. Donc tout ça, il faut le préparer. Je vous rappelle quelles sont les motivations de vos interlocuteurs, enfin quelles sont les motivations de l'être humain en général. Ça va peut-être faire écho pour vous avec ce que nous avions vu en début de parcours sur les carburants motivationnels. Donc, dans les motivations classiques, on a tous un petit peu de tout ça. Vous allez trouver la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. Donc, à vous d'identifier dans votre entretien avec cette personne, dans les éléments que vous aurez eus avant et que vous aurez confirmés ou infirmés, ce à quoi il vous paraît le plus sensible. Quel est son référentiel? Si vous avez quelqu'un qui visiblement est très axé, par exemple, sécurité devant vous, qui vous demande toujours vous êtes sûr? Comment est-ce que je peux le savoir? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Donc, il y a un côté très protecteur pour lui-même et pour les autres. Vous allez essayer de vous focaliser justement sur ce côté sécurité. Donc, vous allez utiliser des mots tels que tranquille, je vous rassure tout à fait sur ce point. Pourquoi est-ce que je peux vous dire ça avec le plus grand sérieux? Eh bien, je vais vous donner un certain nombre de références. Et c'est ça qui me permet de vous garantir. Donc, tous ces mots-là, vous allez vous y référer. Si vous avez quelqu'un qui est beaucoup plus orgueilleux, qui n'arrête pas de vous parler des succès qu'il a remportés à la tête de cette filiale ou bien depuis la création de son entreprise, et qui vous parle vraiment de vous, pas de lui, pardon, pas de son équipe, pas de ses collaborateurs, eh bien là aussi, il va falloir que vous soyez plus dans le côté. Donc, j'imagine que les succès que vous avez remportés dans cette entreprise, vous tenez à ce que votre successeur les poursuive, à ce que ce côté prestige, image continue à exister parce que grâce à vous, etc. Donc, à être très valorisant. Celui qui est dans la nouveauté, qui va vous dire par exemple, alors moi c'est clair, hein, ma force dans cette entreprise, ça a été de jamais tomber dans la routine. J'ai toujours eu des idées nouvelles, je me suis toujours remis en question. Et là, pareil, vous allez pouvoir vous référer à tout ce que vous avez fait d'original, d'avant-garde dans votre parcours. Le confort, les gens qui sont très axés, pratique, conservatisme, continuité, il y a des points communs avec la sécurité. Donc, eux, il faudra expliquer en quoi vous savez faire. En gros, vous avez un mode d'emploi. Par exemple, vous avez déjà pris la tête d'une business unit avec donc un changement de dirigeant, expliquer ce que vous avez mis en place, donc dire que vous savez faire, accompagner, etc. L'argent, je vous rappelle, qu'est-ce que moi j'y gagne? Donc, tous les mots auxquels il va être sensible, c'est les notions de rentabilité, les notions d'intérêt, même si vous ne parlez pas d'argent. L'intérêt est double pour vous. Alors là, il y a un véritable avantage pour votre entreprise, c'est que, de par mon expérience, vous êtes sûr et ainsi de suite. Et puis la sympathie, ça va être quelqu'un qui va beaucoup vous parler de ses collaborateurs, de ce qu'il a mis en place avec eux, qui sera plus dans le nous que dans le moi-je. Et là, vous allez pouvoir évoquer l'accompagnement du changement, le côté bienveillant qui peut être le vôtre, la volonté de rassurer les équipes. Et nous voici donc avec le cap, c'est-à-dire la construction de votre argumentation. Vos atouts, c'est-à-dire en fait la caractéristique que vous présentez, l'avantage pour votre interlocuteur, la preuve que vous pouvez en apporter.
Ensuite, à quelle motivation du SONCAS est-ce que cet avantage correspond? Idéalement, si vous ne connaissez pas votre interlocuteur, bah, c'est bien d'en avoir un peu dans toutes les cases, parce que justement, vous ne savez pas ce qui le motive principalement. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, par exemple lors d'un deuxième rendez-vous, vous allez pouvoir faire votre sélection sur ce qui correspond le mieux à sa motivation. Je connais déjà très bien votre secteur d'activité. Ça, c'est une caractéristique, un atout en soi. L'avantage pour votre interlocuteur, ça veut dire que vous allez pouvoir intégrer en fait un cadre qui sera immédiatement opérationnel. Hein. Par exemple, si demain je dois contacter Monsieur Machin, qui est votre plus gros client, eh bien j'ai travaillé avec lui dans telle circonstance. D'ailleurs, il a très gentiment accepté de témoigner sur cette collaboration sur mon profil LinkedIn. Et là, vous tapez dans la sécurité, c'est bon, il connaît le secteur. Dans le confort, c'est pratique, il va être immédiatement opérationnel. Donc également dans l'argent. Hein. Donc vous voyez que vous couvrez déjà 3 motivations. Vous parlez de votre MBA. Donc là, à la fois dans la sécurité et dans l'orgueil. Donc vous allez avoir, vous avez un collaborateur diplômé d'une université prestigieuse. Ben, je vous propose d'ailleurs de jeter un coup d'œil aux articles qui paraissent sur ce diplôme, notamment sur les classements que vous pouvez trouver dans le dernier numéro de l'essentiel du management, etc. Après, vous avez encore une fois listé vos atouts, hein, je rappelle. Donc là, on est vraiment tout ce qui concerne votre SWOT, vos points forts. Eh bien, vous allez pouvoir évoquer, si vous avez quelqu'un qui est un petit peu plus innovant. Ben, vous m'avez dit que vous aviez réussi à gérer cette entreprise justement parce que vous avez toujours traité vos collaborateurs comme des acteurs de son développement. Et bien justement, je maîtrise un certain nombre de techniques d'intelligence collective, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment compter sur moi pour continuer cette démarche, booster les potentiels de vos collaborateurs et puis créer cette émulation interne. Par exemple, ben, c'est ce que j'ai pratiqué pendant tout mon MBA. Et depuis mon MBA, j'ai mis en place un certain nombre de ces techniques d'intelligence collective dans mon entreprise. Et voilà ce que ça a donné. Et là, vous êtes à la fois valorisant, vous êtes à la fois innovant, et puis vous tapez en plein dans tout ce qui est sympathie. Donc, vous voyez, à chaque fois, hein, je ne vais pas tous les reprendre, mais vous avez toujours cette démarche, mon atout en tant que tel, en quoi c'est un avantage pour mon interlocuteur, hein, la preuve que je peux en apporter. Donc la preuve, un témoignage, ma présence sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pu faire dans mon entreprise, ce que j'ai fait pendant mon MBA, etc. Ensuite, le traitement des objections. Donc dans la partie convaincre, il y avait argumenter, traiter les objections. Il y a un certain nombre d'objections que vous allez avoir préparées. Et bien évidemment, vous aurez, dans ces cas-là, déjà envisagé les réponses. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « Mais oui, mais ce qui m'embête, c'est que vous avez toujours travaillé dans des grands groupes. Et donc là, prendre la tête d'une PME, quand même, ça m'embête un petit peu. J'ai peur que, voilà, j'ai peur que vous ne soyez pas très, très à l'aise. » Et vous allez déjà préparer votre réponse. Alors, pour traiter une objection, on va l'accueillir. Au lieu de lui dire simplement oui, je comprends, par exemple, lui dire oui, je comprends tout à fait votre remarque. En fait, expliquez-moi pour aller plus loin, quelles sont les questions que vous vous posez justement quand vous me dites que j'ai toujours travaillé dans des grands groupes? Et en posant cette question-là, quelles sont les questions que vous vous posez? Eh bien, il va peut-être vous dire soit bah, j'ai peur que ce soit difficile pour vous au quotidien parce que vous êtes habitué à décider à plusieurs. Là, il faut décider tout seul. Ou j'ai peur que vous ayez pris des habitudes qui ne vont pas être faciles ici. D'accord? Vous pensez à quoi? Et vous allez donc repérer vos interrogations cachées. Et là, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir du coup répondre avec un enjeu commun. Par exemple, en fait, vous vous demandez si je vais être à l'aise pour prendre des décisions rapides dont votre entreprise peut avoir besoin, alors que dans un grand groupe, en général, les décisions se prennent en comité après X réunions, etc. C'est bien ça? Alors, je vous rassure tout de suite. À la tête de ma business unit,
je vais vous citer quelques exemples de décisions que j'ai dû prendre très rapidement. Et là, vous allez traiter son objection une fois que vous l'aurez bien comprise. Conclure et conforter, vous vous rappelez, toujours soigner la conclusion. Donc les points forts, les points clés, ce que vous pouvez apporter à votre interlocuteur. Donc voilà, tout ce que vous m'avez dit pendant cet entretien sur votre envie d'avoir un successeur qui va par exemple à la fois pérenniser votre entreprise, assurer en douceur le changement pour vos collaborateurs et puis continuer à faire vivre cette entreprise avec le dynamisme financier que vous lui avez donné. Donc vous allez reprendre les points forts, garder les mêmes dynamiques et assurer la continuité. Assurer la continuité de cet entretien, c'est-à-dire qui fait quoi pour quand. Prochaine étape. Et vous évitez à tout prix la formule bon ben on reste en contact, voilà, je pense qu'on a fait le tour, etc. Il faut que vous partiez vraiment comme à la fin d'une réunion. Et puis évidemment, le mail de remerciement en confirmant le prochain rendez-vous téléphonique face à face et en réaffirmant votre intérêt pour le poste. Dernière étape, je vous l'ai dit, comme dans toute étape marketing, qu'est-ce qui marche le mieux? Donc, d'une part, vous allez planifier ces différentes étapes de votre démarche. Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans la première étape, hein, vos objectifs SMART. Et vous allez également définir vos indicateurs de succès. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Par exemple, j'ai essayé de prendre des rendez-vous téléphoniques auprès de chasseurs de tête. J'en ai appelé combien? J'en ai eu combien? Qu'est-ce que ça a donné? J'ai contacté un certain nombre de personnes qui sont prêtes à céder leur entreprise d'après mon interlocuteur de la chambre de commerce. Où j'en suis? J'ai pris combien de rendez-vous au téléphone? J'ai eu combien de rendez-vous en face à face? Donc, vous allez en fait identifier, comme on le fait dans une démarche marketing, ce que vous avez investi comme temps, comme énergie, et ce que ça a donné. Et puis, vous allez essayer de corriger le tir. Si par exemple, il y a 3 personnes qui vous disent ouais, je suis allée voir, mais vous n'êtes pas sur LinkedIn ou vous êtes juste cité, mais en fait, vous ne faites pas vivre votre profil. C'est un petit peu gênant. Nous, on est chasseurs de tête. C'est un petit peu embêtant pour les entreprises avec lesquelles nous travaillons, pour lesquelles nous recrutons. Et ben, ça veut dire que cette objection, elle va vous revenir régulièrement. Donc, analysez justement au niveau des différentes étapes ce qui passe bien et ce qui coince. Alors, ça peut être un planning de Gantt classique, hein, ça peut être un Excel. Là, vous avez toute possibilité de choix. Mais en tout cas, essayez d'analyser, comme vous le feriez dans une démarche marketing, les méthodes les plus efficaces. Voilà, nous allons arrêter de partager cet écran. Alors, je vous écoute. Que vous inspire ce que nous avons vu ensemble ce soir? Où est-ce que vous en êtes dans votre marketing de vous-même? Vous avez tout à fait le droit de me répondre. Pour le moment, je m'occupe de ma soutenance et de mon groupe projet et je verrai après à dire du bien de moi. Je peux parfaitement comprendre ce genre de remarques. Mais au moins, est-ce que vous voyez comment ça fonctionne, le marketing de soi? Est-ce que vous êtes déjà avancé sur cette démarche? Je vous écoute. Alors, pour que je vous écoute, ça va être bien de réactiver les micros. Ça va considérablement nous aider. Si vous Bonsoir, le voulez bien. Geneviève. Oui, Oui, c'est Vincent de Paul. oui, j'ai vu. Vas-y, Vincent. Voilà, encore merci pour ce coup-là. En tout cas, c'est le couronnement, hein. Je pense que c'est pas mis en dernière position pour rien. Donc, Je c'est le le confirme. couronnement de voilà, tous les modules que nous avons vus jusque-là en leadership. Oui. Euh, bon, alors, bon, déjà, sur la construction même du marketing de soi me concernant, en tout cas, les différents modules que nous avons eu jusque-là avec toi ont permis quand même de pouvoir commencer à construire quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas encore bien élaboré. Mm. Et donc, on continue de le faire.
Mais là, en fait, concernant le cours d'aujourd'hui, j'ai une observation. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça tourne un peu plus autour de quelqu'un qui cherche à se développer soit dans une entreprise ou bien à acquérir en fait de nouveaux postes ou bien à chercher une promotion. Mais qu'en est-il pour celui qui veut aujourd'hui évoluer à son propre compte, créer sa PME ou bien son entreprise et bâtir une notoriété de sorte à ce que son entreprise et lui-même sa personnalité puissent prendre de l'ampleur? Alors, tout dépend. Si tu veux créer ton entreprise, celui qu'il va falloir convaincre au départ, c'est peut-être un partenaire, un associé, un capital risqueur. Donc, tu vas reprendre ton SWOT d'une autre façon. C'est-à-dire, en quoi je suis légitime, quels sont mes points forts pour m'affirmer dans la création d'une entreprise. On a vu que le SWOT, c'était un enjeu à chaque fois. Donc, par rapport à un capital risqueur, qu'est-ce que je peux dire ? C'est évident que si tu dis, là, tu vas insister à fond par rapport à un capital risqueur sur les compétences financières que tu as acquises, ta capacité à construire justement un projet d'entreprise, le réseau que tu possèdes déjà. Ça peut être aussi dans ton expérience que tu as mis en place en termes de développement commercial, le chiffre d'affaires que tu as fait augmenter. Tu vois que tous ces éléments-là, il va falloir que tu les mettes en place par rapport à ton projet de création d'entreprise. De quoi est-ce qu'a besoin un capital risqueur pour s'assurer qu'il va te prêter de l'argent? Tu sais développer un chiffre d'affaires, tu sais trouver des prospects, tu sais construire un bilan lucide, hein, tu n'es pas un bisounours qui se dit je suis sûr que ça va marcher. Tu es capable de lui présenter, par exemple, une étude documentaire sur ton secteur d'activité. Et tout cet élément-là, tu vas pouvoir le mettre en avant. Ensuite, tous les éléments qu'on a vus en termes de marketing-vente, donc les démarches que tu vas faire par rapport à des clients essentiels, tu vas retrouver le cap. Quelles sont les caractéristiques du produit que je vous propose? Là, ce ne sera pas toi, ce sera ton offre. En quoi c'est un avantage pour vous, monsieur le prospect? Et puis, comment je peux vous le prouver? Et là, même si tu es quelque chose d'innovant, eh bien, tu vas avoir, par exemple, c'est ce que vous voyez actuellement aujourd'hui, hein, on en a un superbe exemple en France avec l'ensemble des labos qui essaient d'être le premier à avoir le vaccin. Je vous propose un nouveau vaccin. L'avantage pour vous, vous allez être absolument tranquille. Quelle preuve je peux vous en donner? Je l'ai testé sur tant de personnes, ça a marché sur 95%, et j'ai bien pris en compte les effets secondaires qui peuvent être de tel ordre. Ça veut dire que d'une certaine façon, je lève l'objection avant qu'elle arrive. Donc, on est toujours dans la même démarche, marketing-vente, sauf que tu vas utiliser des arguments différents. Si c'est ton patron, par exemple, admettons que tu veuilles prendre la direction d'une filiale dans ton groupe et tu vas aller trouver le président, peut-être que les objections du président, ça va être de te dire, dis donc, tu es quand même jeune, hein, je sais que tu as passé un MBA, mais tu es quand même jeune pour prendre une direction de filiale. L'ensemble des patrons de filiales, chez nous, ils ont plutôt tel âge. Ou bien, ça fait quand même un bond extrêmement important. Tu étais le numéro 2 d'une petite filiale, tu envisages de prendre la tête d'une filiale plus importante. Ça me freine un petit peu. Donc là aussi, quels sont les arguments qui vont permettre de montrer que tu es un bon candidat, et pas seulement un bon candidat, mais le meilleur candidat pour prendre la tête de la filiale? Tu vas peut-être lui rappeler un certain nombre de situations que tu as eu à gérer à ton poste. Et tu peux aussi évoquer le nombre de problématiques sur lesquelles tu auras travaillé pendant ton MBA. La capacité à constituer un groupe projet. Tu peux évoquer également ta puissance de travail. Vous l'avez dit vous-même, j'ai continué à remplir ma mission et en même temps, j'ai mené un MBA en parallèle avec le charge de travail que ça représente. Donc, vous voyez, côté investissement personnel, je suis prêt à donner beaucoup pour atteindre un objectif. Julien, je crois que tu voulais intervenir. Oui, bonsoir Geneviève, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, tout à l'heure, tu as vu que j'ai carrément applaudi parce que franchement, c'était au-delà de mes attentes, en tout cas ce cours-là. Voilà. Pour une petite digression à mon ami et collègue Vincent Depaul, qu'il vienne en cours d'œuvre avec Fabrice Ousmane et moi, on va le coacher sur la création.
Alors, ça, c'est un truc très important. N'hésitez Oui. pas à vous dire ça entre vous. Parfois, Oui, parfois c'est notre entourage qui repère oui, nos qualités, alors que nous, ça c'est nous ça, paraît normal. Hein. c'est ça. Donc, si vous avez des remarques à vous faire, par exemple, dire bah, ce qui était bien chez toi, c'est que tu nous ramenais toujours à la planification. Quand on s'égarait un petit peu, tu étais toujours celui qui ramenait un petit peu le troupeau. Ou bien, C'est ça. ce qu'il y avait de bien, c'était que bah, tu avais quand même une certaine audace. Hein. Quand on avait tendance à dire non, non, on va rester dans ce cadre-là, il y avait le côté tiens, et si on faisait comme ça? Repensez à ce qu'on a vu, vous savez, dans les cadrans d'Hermann. Il faut tout pour faire un groupe. Vous vous rappelez? Les financiers, les Oui, oui. innovateurs, les empathiques, les planificateurs. Donc, essayez d'avoir cette réflexion entre vous. La première impression que vous avez donnée. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous appréciez forcément chez l'un ou chez l'autre? Encore une C'est fois, ça. nous, on nous a appris à ne jamais dire du bien de nous, parce que ça ne se fait pas, C'est ça. parce que c'est se vanter, parce que, etc. C'est ça. Vous voulez peut-être- Donc, pour terminer sur ce sujet-là, je dirais que au fur et à mesure qu'on termine le cours, qu'on fait le parcours de leadership, on sent que, bon, dans la vie de tous les jours, avec nos responsabilités, on rencontre de plus en plus de personnalités, de plus en plus de collègues, des gens qui sont dans le même domaine. Bien sûr. Et je veux dire que ce que tu dis est d'autant plus juste qu'on doit apprendre à se vendre Oui. et à se présenter autrement. Oui. À se présenter autrement. J'ai discuté avec 3 ou 4 personnes ces temps-ci pour des marchés et j'ai vu que leur approche était carrément différente de moi, mes approches. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que vraiment le cours de leadership était vraiment très important et qu'il fallait construire déjà une ossature, un squelette déjà qu'on allait présenter pour mieux se vendre. Donc, quand j'ai vu déjà tout à l'heure comment tu as structuré le cours jusqu'à la fin, franchement, je ne pouvais qu'applaudir parce que j'en avais besoin. Bah, écoute, je suis ravie que ça corresponde à ce que je souhaite faire. Et vous voyez, je reviens à un point, tout ce qui est exemple, illustration, preuve, ça doit aussi vous ramener à ce qu'on a vu dans la communication factuelle. Vous savez qu'on avait beaucoup parlé de l'importance des faits, d'accord? Oui. Je sais accompagner le changement, ouais, ça c'est votre opinion. En revanche, j'ai eu à gérer tel changement avec changement d'organisation, changement d'interlocuteur, mise en place d'un ERP, etc. Et voilà les résultats chiffrés que j'ai obtenus au bout de 6 mois. Ça, c'est inattaquable, c'est du factuel. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, la photo, l'entrepôt avant, après, avec tous les gens qui ont leur pancarte, bienvenue dans notre nouvel entrepôt, un sourire jusque-là, ça parle. C'est du factuel. Il n'y a pas besoin de dire je suis génial, formidable, vous ne trouverez pas mieux comme si vous étiez un prospectus. Simplement, mettez bien en avant tous ces éléments-là, les références, les preuves, les illustrations. N'hésitez pas à vous poser la question dans votre groupe. Si vous avez gardé des contacts avec d'anciens clients, d'anciens employeurs, posez-leur la question. Pourquoi est-ce que vous aviez continué à travailler avec moi? Il y a le produit. Est-ce qu'il y avait aussi la relation qu'on avait établie ensemble? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Et vous allez voir, d'abord, vous allez entendre des choses qui vont faire plaisir, et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et puis en même temps, ça va vous faire prendre conscience de certains de vos points forts. Nous, nos points forts, c'est pas qu'on les connaît, c'est qu'on les voit plus. On est habitué, on fonctionne comme ça, donc on a un peu tendance à se dire, oui, moi je prends un exemple tout simple. Quand je vois, je vais être un petit peu en retard à un rendez-vous, je prends mon téléphone et j'appelle en disant, je vous prie de m'excuser, je risque d'avoir 10 minutes de retard. Et je suis toujours étonnée quand on me répond, oh ben dites donc, qu'est-ce que c'est sympa d'avoir prévenu. Alors que pour moi, c'est logique. Bon. Pour les gens, c'est une notion de rigueur et de courtoisie qui a de plus en plus, désolé, ça fait un peu Jurassic Park quand je dis ça, mais qui a de plus en plus tendance à disparaître. D'accord? Donc peut-être que pour vous, vous trouvez tout à fait normal, ce qui pour les autres va être rigoureux. Le fait que vous disiez « je sais écouter », c'est un peu banal. En revanche, si vous dites « j'ai appris à écouter et vraiment écouter pour comprendre les autres ». Par exemple, dans mon groupe de travail, j'avais des gens qui n'avaient ni mon âge, ni mon secteur d'activité,
Donc, nous avons dû nous découvrir et nous écouter pour apprendre à travailler ensemble dans un objectif commun. Ça, c'est du factuel. Et si vous pouvez dire, par exemple, moi, très souvent, quand on me dit « mais vous êtes à l'aise pour travailler avec tous les secteurs », le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est de dire « eh bien, dans la même semaine, j'ai animé une formation pour des artisans plombiers et pour Chanel ». Donc, quand vous parlez artisan plombier d'un côté, Chanel de l'autre côté, vous voyez que je n'ai pas besoin de dire autre chose. C'est j'ai la capacité à passer d'un secteur à l'autre avec un discours complètement différent. D'un côté des professionnels, de l'autre côté des femmes qui aiment le luxe, les parfums, la haute couture, etc. Donc, ça veut dire un discours différent, des motivations différentes, une argumentation différente. OK? Merci. Voilà. Donc, plus vous allez avoir d'exemples, plus ça va marcher. Et je vous l'ai peut-être déjà cité, mais il y a une formule d'un auteur de théâtre français qui s'appelle Sacha Guitry, que j'adore. C'est « dites du bien de vous, après c'est répété et on ne sait pas d'où le bruit est parti ». Donc, dites du bien de vous, donnez-en des illustrations, pensez à ce que peut attendre votre interlocuteur et vous allez voir que ça va fonctionner. Oui, je t'écoute. Ok, merci Geneviève. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci pour tout le parcours qu'on a eu ensemble. Je pense que c'est l'apothéose, même s'il y a certaines personnes qui vont sûrement te retrouver dans les codes d'œuvre côtiers. Je pense que nous, dans notre groupe, on a totalement fini. C'est sûrement une des dernières sessions qu'on a avec toi. Donc, merci pour tout ce parcours. Moi, particulièrement, il faut dire que j'ai été surpris par le thème. J'ai été surpris parce que la conception que j'avais du marketing de soi est totalement différente de ce que j'ai vécu ce soir. Voilà. C'est vrai, il y a des aspects dedans, il y a les aspects de la personnalité, de la présentation, tout ça qui sont ressortis en début, mais c'était plus ça que je voyais. Quand on parlait du marketing de soi, c'était plus ça que je voyais. Je ne savais pas que ça intégrait toute cette logique de communication qu'on avait à tout moment, qu'on pouvait avoir à toutes circonstances. Donc, j'avoue que j'ai été vraiment surpris par le thème, par le contenu. Voilà, parce que pour moi, c'était vraiment des choses qui étaient liées à comment on fait pour se retrouver dans des réseaux, comment on fait pour animer les réseaux dans lesquels on est. Vraiment, c'était comme ça que je voyais la chose. D'accord. Là, je pense que j'ai été totalement bluffé. Voilà, j'ai découvert autre chose et puis bon, voilà, c'était de bonnes guerres, quoi. En tout cas, merci. Et puis bon, voilà, c'est ça. Très bien. Alors, je vous rappelle une chose. Vous avez… Oui, excuse-moi. Vas-y, Emmanuel. Je n'avais pas vu que tu avais levé la main. Je t'écoute. Merci, Geneviève. Merci pour ce cours. Hein. Comme les autres, je dois reconnaître que ça apporte beaucoup. Mais ce que j'ai à dire, c'est que je constate, hein, après tout le cours qu'on a suivi là, que pour être prêt, enfin ça c'est mon analyse, hein, pour être prêt, il faut se préparer à l'avance. Mais quand je dis se préparer à l'avance, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu là, il faut l'avoir préparé et l'adapter aux situations qui peuvent arriver après. Absolument. Parce que si on ne le fait pas, dans l'urgence ou dans la précipitation, ce sera un peu difficile de parcourir toutes ces étapes-là qu'on a vues. Donc, pour moi, c'est un engagement à prendre appui sur ce cours-là pour préparer une ossature de base pour que ce soit pour ouvrir une entreprise ou bien que ce soit pour faire une autre chose, je m'appuie sur cette ossature-là et que je reconstruis dessus pour pouvoir avancer. Donc, pour moi, ça a été vraiment, vraiment bénéfique. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi les gens ont des caractères. Il y a des gens comme moi, par exemple, ce sont des gens qui n'aiment pas se vendre. On n'aime pas parler de soi. Mais avec la méthode qui a été utilisée ce soir, je n'ai pas l'impression qu'on est en train de se vanter. Mais on est en train de dire des choses qui sont factuelles, des choses qui sont réelles pour montrer à l'autre partie qu'on est capable de faire des choses parce qu'on a déjà fait. Voilà, donc ça. On est dans le factuel. Oui. Voilà, donc ça m'a vraiment très nourri. Je pense que c'est vraiment important. Merci beaucoup. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Emmanuel. Effectivement, c'est aussi un travail qui va mûrir. D'accord? Le SWOT, par exemple, vous savez que quand on fait un SWOT, c'est rare qu'on fasse ça, on ne fait pas ça en une demi-heure. Hein. On se met à plusieurs, on le fait à deux, on y passe 2 heures, on risque de rajouter des éléments encore le lendemain. Donc, c'est une démarche qui demande un approfondissement. Ça peut vous obliger à
revenir sur des moments de votre carrière que vous avez peut-être oubliés. Donc, il faut aussi reprendre tous ces éléments-là. Encore une fois, interroger des clients, d'anciens employeurs, etc. La dernière chose que je voulais vous dire, donc on se voit ce soir pour la dernière fois en thématique. Vous avez tous mon adresse mail, donc n'hésitez pas s'il y a une question qui vous revient sur les travaux d'évaluation du parcours leadership ou quelque chose qui vous préoccupe, enfin tout ce qui peut concerner tout ce qu'on a vu ensemble, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si vous avez besoin qu'on se voit 5 minutes sur Zoom, je ne suis pas un cabinet d'avocats internationaux et je ne facture pas à la minute. Donc, je serais tout à fait d'accord pour passer quelques minutes avec vous. Je sais que parfois, ça fait du bien en fin de parcours hein, de retrouver son coach quelques minutes. Donc, je ne pourrais peut-être pas vous répondre à la minute parce que moi-même, je suis très souvent en animation. Mais en tout cas, je reviendrai vers vous si vous en éprouvez la nécessité. D'accord? Allô, Geneviève? Oui. Geneviève? Oui? Elle est là. Oui, c'est Mingiza. Oui. C'est pour dire comment ça se passe par rapport au code dev non coachés là. Moi, dans mon groupe, rien n'a bougé. Je ne sais pas les autres s'ils ont fait des code dev non coachés. Et alors, vu qu'on est en train de terminer. Ouais. Alors, c'est simple. Vous avez à rendre dans vos travaux d'évaluation 2 retours de codev. Les retours des 2 codev où vous avez été client, une fois avec moi, une fois entre vous. Si vous n'avez qu'un codev sur les 2, la note est minorée de 30% sur les retours de codev. Wow. Voilà. Donc là, je suis extrêmement factuelle aussi. Non. Ok. Vraiment. C'est vraiment ça. Bon, mais je crois que Julien vous a déjà dit, hein, rapprochez-vous de lui, de Fabrice, et vous serez coaché. Ouais. Nous, on demande notre code dev demain. Vous avez enchaîné quoi? Parfait. Ouais. C'est logique, hein, on ne peut pas évaluer, donner la même note à quelqu'un qui fait un retour de codev et à quelqu'un qui a joué le jeu et qui a fait les 2. Ouais. Donc, je suis très factuelle dans ce que je vous dis là. D'accord? D'accord. Je vous souhaite... C'est pas une box. Je vous souhaite une excellente fin de parcours. Encore une fois, si vous avez une question, une remarque sur le leadership, je suis là, vous me mettez un mail et on en reparle. J'ai vraiment beaucoup aimé vous accompagner pendant tout ce parcours. Je vous souhaite plein de choses puisqu'on est en période de vœux, en période de fin d'année. Continuez, terminez en beauté ce parcours. Mettez le turbo, hein, comme vous l'avez dit en début de thématique. Faites-vous confiance. Et puis voilà, soyez une superbe fin de promo G24. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, Ouais, nous te souhaitons également, je disais que nous te souhaitons également les vœux les meilleurs pour 2021. Mais je dirais que le cours de tout à l'heure, pardon, allô? Oui, je disais le cours de tout à l'heure, je dirais que c'est une synthèse des cours que nous avons faits. Tu as raison, on retrouve beaucoup d'éléments. Oui. Voilà, parce que en fait, c'est apprendre à utiliser les outils qui ont été mis à nos dispositions pour se vanter. C'est tout à fait ça. Se vendre, pas se vendre. Donc, il n'y a pas autre chose derrière. Encore merci. Hein. Disons, pour se présenter au milieu de nos intérêts communs, c'est-à-dire vous et puis la personne qui est prête à vous considérer comme le meilleur candidat. Parce que quand j'ai regardé toutes les phases ressemblaient à tous les outils que nous avons utilisés durant les cours de leadership. Donc, il n'y avait pas vraiment de... Oui. C'était vraiment la synthèse de leadership avec les éléments qui est en train de nous montrer comment utiliser les outils qui étaient mis à nos dispositions. C'est exactement ça. C'est-à-dire une manière de se vanter soi-même et de vanter ce que l'on veut faire au sein de la structure. Pas se vanter soi-même, se présenter soi-même. Voilà, se présenter soi-même. Se présenter soi-même et savoir promouvoir, c'est mettre en avant ce qu'on peut faire et pourquoi on est légitime pour le réussir. Voilà. C'est vraiment ça. Mais par contre, il y a un aspect que je trouve
venir au sein d'une structure et dire que j'ai un MBA, moi, je trouve que c'est pas se vanter. Ben, c'est extrêmement factuel. C'est factuel. Bah, ouais, oui. peut-être, on peut le dire, oui. Ah, complètement. Geneviève, là, je vais profiter pour te poser une question. Bon, je pense que c'est avec la permission de certaines personnes qu'on a eu la discussion ensemble. Hein. On a vu récemment le classement de INSEC-U. Oui. Pour les universités, côté par rapport au MBA et tout ça. C'est quoi? Quel est notre positionnement IFG par rapport à ce classement? Alors là, tu me poses une colle. Moi, je m'occupe du parcours leadership. Ça, il faudrait que tu poses la question à ton promo manager ou bien à votre… C'est qui votre accompagnateur pour les groupes projets? Éric Robinet pour certains. On a plus d'accompagnateurs. Ouais, Estelle Piéton pour nous. Oui, je pense que ce sera plutôt votre promo manager ou le directeur des programmes qui pourra vous donner des infos là-dessus. Oui. Alexandrie, Jean-Alexandrie. Oui. Ok, parce qu'on voulait savoir si le positionnement de INSEC était de facto le positionnement de IFG. Okay. D'accord, ok, oui, je comprends. Ouais. Ça, là, il faut effectivement que tu poses la question direction des programmes, voire promo manager. Je pense qu'elle a déjà peut-être des éléments de ce côté-là. Ok, merci Geneviève. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci Geneviève. Belle fin d'année à tous. Merci à toi aussi. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Que Dieu veille sur chacun. Au revoir. Amen.